On va enregistrer tout de suite. Donc, comme je disais, je vous présente notre conférencière d'aujourd'hui, Madame Julie Masse, qui est ergothérapeute et professeure agréée de de la clinique à l'école de réadaptation de l'Université de Montréal. Elle a obtenu un baccalauréat en ergothérapie à l'Université de Montréal en 2000 et une maîtrise en sciences de la réadaptation de l'Université McGill en 2009. Elle est intervenue auprès d'adultes présentant des problèmes musculo-squelettiques et de douleurs chroniques en clinique privée, en centre de réadaptation ainsi qu'en clinique de la douleur. Son expertise l'a amenée à devenir administratrice à la Société québécoise de la douleur, à participer au groupe de travail canadien sur la douleur, ainsi qu'à des collaborations de recherche et d'enseignement au plan national et international. Elle offre de la formation continue auprès des cliniciens depuis plus d'une douzaine d'années. Julie s'intéresse à l'intervention ergothérapique en gestion de la douleur chronique selon une perspective occupationnelle et à l'impact de la culture sur la pratique de l'ergothérapie. Elle est co-auteure d'un examen de la portée et d'un sondage provincial sur le rôle de l'ergothérapeute en gestion de la douleur chronique. Dans le cadre de ses études doctorales, elle effectue une étude visant à adapter et à implanter une intervention danoise ciblant directement l'amélioration du fonctionnement quotidien des personnes affectées par la douleur chronique au sein des deux cliniques de douleur montréalaises. Donc, c'est une très belle biographie. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on a de la chance de l'avoir avec nous. Et sans plus tarder, je lui passe la parole. Donc, bonne conférence à tous. Merci énormément, Cindy. C'est moi qui ai de la chance d'être avec vous aujourd'hui, d'avoir l'occasion d'échanger, de parler d'une réalité complexe, pas simple, puis qu'on essaie d'observer ensemble à travers mon regard d'ergothérapeute. Alors, je partage ma présentation, on lance le bal ensemble. Est-ce que vous me confirmez que vous voyez bien à l'écran? Oui, on va très bien. Excellent, merci. Ben super. Alors moi, je vous amène à l'idée que de soigner le quotidien, c'est facile à dire, mais comment s'y prendre quand on est aux prises avec de la douleur chronique? On sait que la douleur a beaucoup d'impact sur notre vie. Est-ce que notre façon d'organiser nos journées pourrait aussi avoir de l'impact sur la variation de notre douleur? On pourrait se poser la question dans les deux sens. Puis je vous amène des données, je vous amène un peu de bagage d'expérience, puis des matières à réflexion à ce sujet-là. Donc, le but de la présentation, c'est de regarder ensemble les facteurs qui peuvent influencer notre fonctionnement quotidien quand on est aux prises avec de la douleur chronique, comprendre les liens entre la douleur, la façon de réaliser nos activités, puis les liens qui sont souvent dans les deux sens, puis d'essayer de commencer à réfléchir ensemble à des pistes réalistes, très personnalisées aussi pour vivre pleinement, malgré que la douleur fait encore partie du portrait. Parfois, on ne sait pas si ça va toujours être là toujours ou pas, mais on essaye de vivre pleinement malgré tout parce que c'est maintenant aussi là, qu'on veut en profiter autant que possible. Il y a quatre étapes, quatre messages clés à ma présentation, puis il y a de l'ouverture pour des réflexions, de la discussion à ce sujet-là aussi. Les quatre étapes, je les résume de cette façon-là. C'est l'idée que la douleur, ben, vivre avec de la douleur chronique, c'est bien plus qu'être aux prises avec des symptômes. On va comme comprendre cette réalité-là, on va voir un peu comment les écrits nous l'amènent aussi, cette compréhension-là, puis que chacun se situe par rapport à ça. La vie quotidienne, hein, ce qu'on pense comme quelque chose qui est acquis, est pas banal du tout. Puis quand la douleur s'en mêle, ça complexifie plusieurs affaires. Est-ce qu'on doit, dans ce cas-là, traiter la douleur comme un symptôme qu'on veut éliminer ou soigner le quotidien ou faire les deux en parallèle? On pourrait réfléchir à tout ça ensemble. Puis peut-être avec l'idée, se laisser avec l'idée que tout est une question de dosage et d'équilibre et que c'est pas si simple à trouver. Fait qu'est-ce qu'on pourrait avoir des points de repère dans un processus finalement où on essaye de vivre pleinement malgré que la douleur est encore présente, qu'elle peut peut-être s'atténuer, être moins accaparante, mais qu'elle fait encore partie du portrait. Alors, ça vous va comme plan de match en quatre étapes? Excellent. Donc, la première étape, c'est de finalement regarder la douleur chronique comme une expérience vécue propre à chacun plutôt qu'un symptôme, hein, parce que finalement, c'est bien plus que ça. Alors, on le sait, il y a beaucoup d'évidences qui nous le disent aussi. Chacun dans votre parcours de vie, c'est probablement, dans certains cas, des éléments auxquels vous faites face au jour le jour. L'idée, c'est qu'en présence de douleurs chroniques, on est comme immanquablement amené à modifier notre niveau d'activité. Peut-être même à choisir des nouvelles activités puis à changer nos habitudes.
Il y a des choses qu'on a toujours faites de la même façon, avec la même intention, qui allait de soi, et que là, finalement, on n'arrive plus du tout, ou on n'arrive pas à le faire comme avant, mais on essaye d'autres stratégies. Puis il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Des fois, on a l'impression de tourner en rond, des fois, on a l'impression de frapper un mur. Mais vivre avec de la douleur chronique, c'est beaucoup ça, hein, auquel on fait face au jour le jour. Il y a des gens qui vont même jusqu'à dire que quand on s'engage dans des activités qui ont du sens pour nous, qui ont de la valeur, qui sont importantes, qui sont plaisantes, on peut même, dans certains cas, arriver à ressentir moins de douleur, que ce soit temporaire ou de façon plus prolongée, mais que finalement, il y a des moments quotidiennement où on peut quand même essayer de trouver une façon de faire pour avoir une journée satisfaisante, même avoir un niveau de plaisir ou de satisfaction. Par contre, les stratégies qu'on va mettre en place, elles sont très difficiles à trouver. C'est un long processus. Il y a des stratégies qui fonctionnent bien pour faire face à la douleur prévisible, habituelle. On le sait que quand on fait attention de cette façon-là, ça risque de mieux aller. On risque d'être moins magané à la fin de la journée, puis finalement avoir gardé notre sommeil, puis le lendemain, partir à un niveau habituel, ou en tout cas être pas trop hypothéqué de la veille, hein, si on veut utiliser des mots comme ça des fois. Mais il y a d'autres stratégies qui sont nécessaires pour faire face à la douleur imprévue, parce qu'on en a tous des flare-ups, on a des crises de douleur, puis ils ne sont pas toujours contrôlables, prévisibles. On ne va pas non plus créer l'illusion qu'on peut toujours tout contrôler puis anticiper, mais ça prend un éventail de stratégies très personnalisées qui peuvent même changer dans le temps parce qu'il y a des choses qui fonctionnent bien à un moment donné, qui finalement fonctionnent moins bien pour faire face à une autre situation plus tard dans notre vie. Donc, ça prend quand même plusieurs opportunités, plusieurs idées, plusieurs stratégies pour aller de l'avant, pour prévenir ou gérer la douleur habituelle, puis des grands moyens pour faire face à la douleur imprévue. On sait que le tiers des personnes affectées par de la douleur chronique ont de la difficulté ou sont incapables de mener une vie de façon indépendante et signifiante, satisfaisante. Donc, la douleur chronique, c'est quelque chose de fréquent dans notre société, puis c'est vrai à travers le monde. Mais parmi les gens qui sont affectés par la douleur chronique, il y a une grande partie de gens qui ont de la misère à aller de l'avant malgré tout dans leur vie quotidienne. Et bien au-delà des symptômes, c'est comme si la douleur un peu désorganise notre quotidien, découle un peu là, le quotidien qu'on avait l'habitude de créer de façon régulière. Puis le fonctionnement quotidien, c'est pas banal, c'est un important facteur d'influence sur notre qualité de vie. Alors, c'est important d'en prendre soin. Et c'est pas parce que notre symptôme diminue que finalement la vie va mieux non plus. C'est comme deux éléments sur lesquels il faut réfléchir puis agir. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a à peu près, dans certains contextes, dans ce cas-là, c'est une étude qui vient du Danemark, il y a 92% des gens qui sont admis en clinique de la douleur, après avoir attendu longtemps dans bien des cas, en tout cas dans notre réalité à nous, qui se disent, somme toute, motivés à changer leur mode de vie. Donc, on pense qu'il y a plusieurs personnes, puis il faudrait voir si c'est votre cas, où on se dit, on essaie d'avoir des solutions pour avoir moins de douleur, mais on le sait qu'il y aurait peut-être des choses qu'on pourrait faire, puis on aurait peut-être besoin de conseils, on aurait peut-être besoin d'accompagnement pour vivre mieux malgré tout, même pendant cette période où on est en attente de réponses médicales, de solutions, de diagnostics, de traitements, de médicaments, de chirurgie ou autre. On se dit que pendant ce temps-là, on aurait tout avantage à essayer de améliorer notre style de vie parce que c'est maintenant hein, que la vie passe, puis on veut en profiter pleinement. Donc, cette vision de la douleur comme une expérience de vie qui n'est pas facile au jour le jour est maintenant beaucoup mieux comprise. Je suis certainement pas la première conférencière à amener cet angle-là pour parler de la douleur chronique. Il y a le groupe de travail canadien sur la douleur qui a élaboré des rapports super intéressants à la lumière du point de vue de plusieurs personnes concernées. Donc, des personnes comme vous qui font face à la douleur chronique quotidiennement, des soignants, des cliniciens, des chercheurs ont été consultés. Puis le constat qui a été fait, c'est que la douleur chronique, c'est aussi des difficultés de fonctionnement. Si on regarde à droite de l'écran, selon certaines études là, qui ont été faites par Statistique Canada, il y aurait 36% des gens qui ont de la difficulté à faire des gros travaux ménagers en présence de douleurs chroniques. 29% des gens ont de la difficulté à faire des entretiens plus quotidiens à la maison.
et 28% des gens auraient de la difficulté à se rendre à leur rendez-vous ou faire des achats. Et ça, c'est des choses qu'on doit faire sur une base très régulière qui sont difficiles. Alors, c'est un fait. On reconnaît que l'expérience de la douleur chronique inclut des difficultés de fonctionnement comme celle-là. La définition officielle de la douleur selon l'Association internationale sur sur l'étude sur la douleur nous ramène cette idée-là que la douleur, c'est une expérience sensorielle, émotionnelle, qui peut être associée à une lésion qu'on a identifiée ou pas, mais qui est bien réelle. Et cette définition-là, qui a été publiée plus récemment, amène l'idée d'expérience personnelle qui est influencée par une multitude de facteurs. Des facteurs physiques, psychologiques, sociaux. Donc, c'est très complexe, les facteurs qui expliquent la chronicisation de la douleur, mais aussi les facteurs qui expliquent qu'est-ce qui se passe pour chaque personne au jour le jour, parce que ça dépend pas d'un diagnostic, hein. Comment est-ce qu'on vit quotidiennement avec la douleur chronique? C'est tellement variable, même pour deux personnes qui auraient le même diagnostic ou la même lésion au début. Donc, la douleur et la nociception, c'est-à-dire le signal douloureux ou l'expérience de la douleur, mais c'est deux choses différentes, mais qui font partie de la même histoire. Alors, on doit être attentif aux expériences de vie de chaque personne. Et c'est ce que vous allez peut-être avoir besoin aussi quand vous consultez un professionnel de la santé. C'est non seulement j'ai mal à tel endroit, mais quel impact ça a sur ma vie. Alors, vos attentes sont certainement aux deux niveaux, hein. Et donc, c'est la définition même de la douleur inclut ces deux niveaux-là. On doit considérer les effets que ça a sur le fonctionnement, puis que les comportements que chaque personne adopte sont très personnalisés après tout. Alors, bonne nouvelle, ben, mauvaise nouvelle, c'est très complexe et il y a un fardeau assez lourd associé à la douleur chronique quotidiennement. Mais bonne nouvelle, c'est quelque chose qui est reconnu dans les définitions officielles et c'est ce qui fait consensus dans l'offre de services aussi, dans la formation des professionnels de la santé, puis dans la compréhension aussi du grand public par rapport à à ce phénomène-là. Si on regarde différentes études, puis là, je me ramène plus dans mon champ de pratique, puis mon champ d'intérêt qui est l'ergothérapie, ben il y a d'autres études qui disent que 56% des gens affectés par la douleur chronique qui ont de la difficulté à faire des activités productives. Puis les activités productives, c'est pas juste le travail, c'est de contribuer à la société, à notre famille, ça peut être de faire du bénévolat, ça peut être d'entretenir notre maison, ça peut être de jouer avec nos enfants, par exemple. Il y a quelque chose aussi qui est dans l'action ou qui peut être très difficile à ce niveau-là. Les soins personnels, prendre soin de soi-même en termes d'hygiène personnelle, des repas. C'est beau de se faire dire qu'est-ce qu'on devrait manger, mais comment préparer des repas en respectant nos capacités. Euh, les déplacements à l'intérieur, à l'extérieur de la maison, dans cette étude-là qui a été faite auprès de 152 personnes affectées par différents types de douleurs, mais il y avait quand même 51% des personnes qui avaient des difficultés à ce niveau-là. 51% des personnes qui avaient aussi de la difficulté à réaliser leurs loisirs. Et pourtant, hein, quand on parle de qualité de vie, de satisfaction, de plaisir, ça passe beaucoup par les loisirs aussi. Souvent, notre énergie, on veut pas juste la mettre dans les choses obligatoires pour prendre soin de soi, mais c'est beaucoup aussi dans des activités reposantes, mais qui sont quand même actives, des activités socialisantes, hein. C'est parfois des choses qui prennent le bord rapidement, mais qui sont tellement importantes pour donner du sens à notre vie. Donc ça aussi, c'est un défi qui est fréquemment rapporté par les personnes qui vivent avec de la douleur chronique. Si on regarde un petit peu plus en détail, cette étude-là, je la trouvais intéressante parce que ça disait justement qu'il existe une panoplie de difficultés au jour le jour, hein. Toutes les activités qui peuvent induire d'être assis longtemps, le travail, mais tout l'entretien de la maison, la préparation des repas, que ce soit pour soi-même ou pour les autres. Le sommeil est très impacté aussi, mais tout ce qui est à vivre des moments de qualité avec nos proches, ça revient souvent aussi dans les défis. C'est ce qu'on appelle les difficultés de fonctionnement. En ergothérapie, on appelle ça des défis occupationnels auxquels on fait face au jour le jour. Le rythme est bon à date. On continue, ça va. Merci pour les réactions non verbales. Très bien. Donc, vivre avec de la douleur chronique, c'est plusieurs défis. Ce tableau-là, ben, je voulais vous le partager parce que c'est quand même intéressant. C'est une étude qui est sortie très récemment. Je l'ai traduite parce qu'elle a été écrite en anglais.
Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des écrits en douleur chronique maintenant qui mettent la lumière là-dessus. Puis moi, comme ergothérapeute, c'est quelque chose auquel je m'intéresse depuis toujours. Ça fait 25 ans que j'ai ce métier-là. Puis c'est toujours ça le regard que j'ai voulu poser sur la problématique de la douleur chronique. Mais la science nous amène cette idée-là que finalement, vivre avec de la douleur chronique, ça présente des défis dans nos relations auprès de nos proches, auprès de nos amis, auprès de notre communauté aussi, notre rôle auprès de notre communauté, notre environnement social. Il y a toujours une tension où on voudrait donc continuer à s'impliquer là-dedans. On ne veut pas décevoir les autres, on ne veut pas trop s'isoler, mais en même temps, c'est difficile de se positionner, c'est pas facile de communiquer nos besoins. Notre problème est invisible. Alors, au plan des relations, c'est quelque chose qui est quand même un gros défi. La vie quotidienne, on en a parlé dans cette étude-là, qui est quand même une étude qui recense beaucoup de données, nous disent que l'entretien ménager, l'alimentation, le sommeil, les activités de loisirs, les activités sociales, donc ça ramène la lumière à ce niveau-là aussi avec certains détails. Le travail aussi pour ceux qui sont en emploi ou qui sont en arrêt de travail en lien ou pas avec ce problème de douleur, ben, ça présente plusieurs défis, hein. C'est pas juste d'être capable ou pas de faire tel ou tel mouvement, mais c'est d'avoir des relations de travail satisfaisantes, sécurisantes, de se sentir compris, de se sentir soutenu là-dedans. Certaines personnes vont aller à la retraite de façon anticipée pour différentes raisons, mais malgré tout, le travail demeure une source de valorisation, de satisfaction. C'est quelque chose qui favorise notre estime de soi aussi. Donc, quand on en est privé, ben, on se dit qu'on se protège, hein. On ne veut pas non plus être dans des situations où on en demande trop, mais notre travail, des fois, on veut essayer de l'adapter parce qu'on veut en retirer des bienfaits aussi à l'échelle d'une vie. Puis, il y a des défis financiers aussi qui ont été expliqués dans cette étude-là, où la perte d'emploi, la perte de productivité, la perte d'opportunités, puis les coûts associés à la douleur chronique posent un fardeau aussi. Ce qui se présente parfois, puis j'aurais aimé avoir un sondage pour savoir si vous vous sentez un petit peu dans cette situation-là, mais parfois, de façon très insidieuse, au jour le jour, il y a des cercles vicieux qui s'installent dans notre façon de faire face à nos activités dans la vie de tous les jours. Puis moi, j'ai pour mon dire que c'est toujours pour des bonnes raisons, hein. À certains moments, on peut être dans un cercle vicieux où on a vécu beaucoup de douleur en essayant d'en faire plus, puis on essaye de se protéger. Et donc, la raison, c'est de dire, ben moi, je vais éviter de me mettre dans des situations qui me mettent à risque d'avoir plus mal, de nuire encore plus à mon sommeil. Et c'est des bonnes raisons, mais c'est à la longue que ça peut nous jouer des mauvais tours, parce qu'à la longue, on en vient à diminuer nos capacités, à diminuer nos opportunités de socialiser. Puis il y a quelque chose que je dis, le mot, ça se détricote un peu, nos habitudes de vie, nos routines, finalement, se désorganisent. Puis notre condition physique aussi, notre état affectif, nos relations peuvent aussi se fragiliser à ce niveau-là quand ça dure, puis que finalement, c'est juste cette tendance-là qui prend le dessus. À l'inverse, il y a des moments dans notre vie, il y a des contextes qui font qu'on va de l'avant malgré tout. On se dit, c'est pas la douleur qui va m'arrêter. Parce que quand même, j'ai une motivation à continuer. Je veux pas qu'on me voit comme quelqu'un de malade ou quelqu'un qui se plaint pour rien. Je veux pas être un fardeau pour personne. Je veux répondre à la demande. C'est quelque chose qui me rend fière et satisfaite. Alors, je vais continuer à aller de l'avant malgré tout. Mais encore là, on n'est pas dans de la gestion de la douleur dans nos habitudes de vie. On est dans de l'endurance, hein. Donc, il y a plein de nuances entre les deux, mais dans une extrême, on serait beaucoup dans de l'évitement, puis à la longue, ça nous joue des mauvais tours, puis à l'autre extrême, on serait vraiment dans de l'endurance, mais à un moment donné, on a de la misère à dormir, puis notre seuil de tolérance à ces symptômes-là peut s'abaisser aussi. Et là, on peut bifurquer vers un peu plus de l'évitement. Mais dans aucun des cas, on est vraiment dans de la gestion des symptômes qui nous permet d'aller de l'avant malgré tout dans nos activités. Plusieurs auteurs vont parler de liens, là, tu sais, ils vont mettre des flèches entre tous ces morceaux-là. Je trouve qu'il faut faire attention aux liens de causalité. Est-ce que c'est parce que j'ai mal que je me sens déprimée? Est-ce que c'est parce que je me sens déprimée que j'ai mal? Je pense que ça peut devenir même stigmatisant d'essayer de comprendre qu'est-ce qui cause quoi. L'important, c'est d'avoir une vue d'ensemble puis de se dire,
c'est quoi mon état physique, mon état affectif, l'état de mes relations, puis c'est quoi ma tendance dans ma façon d'embarquer ou pas dans des activités. Et sans chercher qu'est-ce qui cause quoi, parce qu'après tout, c'est une situation complexe, puis on va essayer d'y faire face en agissant ce sur quoi on peut agir. Alors, je pense que moi, je trouve qu'avec une attitude très accueillante, bienveillante envers soi-même, envers l'autre, on veut regarder un peu les tendances. Puis on va essayer de s'en sortir un peu le plus longtemps, le plus souvent possible, où la douleur, ben, on va en tenir compte, hein. On ne veut pas l'ignorer, on ne veut pas non plus éviter toute hausse de douleur, mais on va la voir comme un signal à considérer pour essayer d'être en mode adaptation de façon réaliste, hein. Je suis pas en train de vous dire qu'on fait comme si de rien n'était, mais pas du tout. Même que quand on fait comme si de rien n'était, on est plus dans l'endurance que d'autres choses, alors c'est pas non plus une solution. On va essayer de faire du pacing, hein, de doser d'organiser nos journées, puis c'est là-dessus qu'on va s'attarder dans les prochaines diapos, pour qu'au bout de la ligne, on gère mieux cette douleur-là, puis qu'on entretienne le plus possible nos capacités. Hein, parfois, en douleur chronique, c'est pas tant de augmenter nos capacités physiques, mais au moins de les maintenir. C'est tellement beaucoup, c'est tellement un succès. Alors, on est dans un réseau de santé en constante transformation. On s'est rendu compte à l'échelle des décideurs, puis ça c'est vrai à travers le monde, que la douleur chronique, ça coûte cher au plan économique et au plan humain. C'est un fardeau important dans notre société, puis on essaye de faire mieux par rapport aux soins de santé qui sont offerts. La crise des opioïdes a ouvert des opportunités aussi pour élargir l'offre de services et moi, comme professionnelle de la santé, comme ergothérapeute, ça a été une opportunité incroyable de dire, oui, les approches plus traditionnelles, pharmacologiques, purement médicales ont leur place, mais savez-vous quoi? Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Il y a d'autres soins de santé qui sont importants aussi, qui devraient être plus accessibles. Puis quand on se ramène à la définition de la santé, selon la loi sur les services de santé, les services sociaux au Québec, ben, la santé, c'est la capacité physique, psychique et sociale d'agir dans notre milieu puis d'accomplir les rôles qu'on entend assumer d'une façon acceptable pour nous-mêmes et pour les groupes dont on fait partie. Donc, la santé, c'est d'être capable d'aller de l'avant malgré tout. Elle est accessible, cette notion de santé, ou on pourrait dire de mieux-être, malgré tout. Et c'est la mission de notre système de santé de tenir compte de ça, d'en prendre soin. Alors moi, ça me ramène à cette idée de santé qu'on construit au jour le jour. Et le quotidien, on a l'impression que c'est quelque chose de tellement banal, c'est tellement prévisible, ça peut être tellement ennuyant, puis ça devrait tellement revenir vite quand on va mieux, puis dans nos bonnes journées, mais c'est tellement pas simple. Moi, je compare le quotidien à un tissu, une étoffe que l'on tisse au jour le jour, comme si chaque journée était comme un fil qu'on ajoutait, puis qu'on créait notre propre motif. Hein, c'est une image universelle, ça peut parler à travers le temps, à travers l'espace aux êtres humains. Il y a des philosophes qui écrivent des livres sur la vie quotidienne, puis qui parlent de cette complexité-là. Hein. Il y a des choses qui sont très prévisibles, mais il y a tellement d'imprévus aussi. Il y a la face visible du quotidien, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que les autres voient de ce qu'on fait, mais toute la face cachée, la face invisible du sens qu'on donne à notre vie à travers tout ce qu'on fait au jour le jour, même dans les petits détails de notre vie quotidienne. Et tout ça peut tellement être désorganisé, puis manquer un peu notre motif, hein, se désorganise quand la douleur en fait partie. Donc, vivre avec de la douleur chronique, ben, ça implique dans certains cas avoir des deuils occupationnels que j'appelle, c'est-à-dire des plus être capable de faire les choses comme on a toujours eu l'habitude de le faire ou comme on a toujours voulu continuer à le faire. Puis ça implique nécessairement à un moment ou l'autre de notre cheminement avec la douleur, puis c'est pas toujours le bon moment là, d'aborder ça. Il faudra voir aujourd'hui pour qui ça a du sens ou pas. C'est pas quelque chose qu'on force, mais ça implique un processus d'adaptation occupationnelle, d'adaptation dans nos occupations, dans nos activités. Parce qu'à un moment ou l'autre, on se pose la question suivante, comment est-ce que je peux avoir une vie satisfaisante malgré que la douleur fait partie du portrait maintenant? Puis moi, j'aime mieux le mot douleur persistante que douleur chronique, parce qu'une douleur chronique, c'est comme si c'était une condamnation à avoir toujours mal, tandis que la douleur persistante, ça veut dire que c'est une douleur qui est là depuis un bon bout de temps, elle est encore présente maintenant. Je ne sais pas si je vais m'en sauver à un moment donné ou elle va être encore présente. Est-ce qu'elle va toujours être aussi forte, est-ce qu'elle va toujours être au même endroit?
mais je sais qu'elle est encore là. Puis à la longue, une douleur qui persiste, même si l'intensité n'est pas si élevée, ça use. On sent que ça nous affecte, puis ça nous désorganise dans notre vie de tous les jours. Mais la question se pose à un moment donné, comment je peux aller de l'avant malgré tout? Donc, d'un point de vue de l'ergothérapeute, puis c'est sûr que ma présentation est beaucoup teintée par ma profession, ben nous, on voit les êtres humains comme des êtres occupationnels. On voit la personne qui est devant nous comme une personne qui a le besoin et le droit de s'engager puis de réaliser des activités qui ont du sens pour elle puis qui sont importantes. Alors oui, il y a tel ou tel diagnostic, il y a tel ou tel antécédent. C'est certain qu'au plan de la maladie, on est intéressé à comprendre ce qui se passe. Mais avant tout, c'est un être humain qui a besoin et qui a le droit d'aller de l'avant malgré tout dans sa vie de tous les jours. Donc, l'activité ou l'occupation, on l'utilise un peu comme synonyme, ben, c'est notre objectif ultime. Puis plusieurs professionnels de la santé, plusieurs personnes affectées par la douleur se disent, ben moi, c'est ça que je veux. Je veux avoir des améliorations dans ma vie de tous les jours. Ce qui est différent en ergo, c'est que c'est aussi notre moyen d'intervention numéro un. Alors, la richesse du quotidien, même quand on a l'impression qu'il ne se passe rien, puis que nos journées sont un peu vides, c'est à travers ça qu'on va essayer d'aller mieux. Alors, c'est notre moyen d'intervention. On pense que l'activité de tous les jours, puis des fois des nouvelles activités qu'on n'a pas l'habitude de faire tous les jours, ont un grand potentiel thérapeutique. Et c'est que dans ce quotidien-là, au jour le jour, qu'on va être capable d'aller mieux. Donc, les défis occupationnels, tu sais, vivre avec la douleur chronique, mais ça présente des défis dans certaines activités. Certaines personnes vont dire, moi, ce qui est difficile, c'est de prendre l'autobus, de conduire plus qu'une demi-heure. Moi, ce qui est difficile, c'est de préparer des repas quand je reçois beaucoup de gens. Moi, ce qui est difficile, c'est de me pencher quand il faut que je m'habille le bas du corps. Donc, il y a des défis très précis dans notre vie de tous les jours, dans des activités ou des mouvements très précis. Mais parfois, il y a quelque chose de moins visible où finalement notre défi, c'est qu'on sent que on n'est pas engagé dans ce qu'on fait. On est capable de faire telle affaire. On est capable de cuisiner, faire notre petit déjeuner. On est capable de s'habiller. On est capable. Mais c'est pas des choses qui donnent du sens. C'est pas nourrissant dans notre vie de tous les jours. C'est comme au plan émotif, ça suffit pas. Puis c'est finalement, on se désengage finalement de plusieurs activités puis finalement, on veut éviter la douleur, mais ça manque de sens tout ça. Et c'est quelque chose qui s'installe de façon très insidieuse. Il y a aussi des situations qu'on va appeler des situations de surengagement. C'est-à-dire que on est actif, on va de l'avant, on continue à répondre à la demande, on continue à être productif. Mais finalement, on est comme suractif, on est surengagé dans nos activités parce qu'on ne respecte pas nos limites. Puis on a de la misère à communiquer aussi, puis d'aller chercher l'aide dont on a besoin. Fait qu'on en fait toujours plus de ce qu'on est vraiment capable. Puis finalement, ça se répercute sur notre sommeil, ça se répercute sur notre humeur, se répercute sur nos sensations physiques, nos sensations corporelles. Fait qu'on est plus en situation de surengagement que dans désengagement. Mais on n'est pas dans une zone de confort finalement. Puis certaines personnes vont être dans une situation de déséquilibre. C'est-à-dire que ils partagent différentes activités dans leur vie, mais ils sont à fond dans des activités, par exemple, productives, puis ils ont laissé tomber leurs loisirs. Ou ils ont laissé tomber les activités socialisantes, où ils sont en connexion avec les autres. Ou ils ont laissé tomber des activités créatives parce que c'était tellement important dans leur vie, mais maintenant, ils ont tellement plus d'énergie, ils ont tellement plus de tolérance à l'effort que là, tu sais, c'est ça qui prend le bord. Fait qu'il y a comme un déséquilibre, hein. Puis ce déséquilibre-là, ben, c'est un facteur qui nuit à notre bien-être puis à notre santé, hein. Le désengagement, c'est pareil. Le surengagement, c'est pareil. Fait que quand on revient à la définition de la santé ou du mieux-être, comme quelqu'un qui est capable de vivre de façon satisfaisante, pleinement, quitte à faire les choses autrement, mais quand même qui arrive à un bon niveau d'équilibre, de satisfaction, d'engagement, là, on s'éloigne de ça. Donc, c'est pas tant que j'ai de la misère à faire telle affaire, c'est que dans l'ensemble, c'est ce que j'appelle la big picture du quotidien, si vous me permettez l'expression. Dans l'ensemble, je suis désengagée, je suis surengagée ou je suis déséquilibrée. Alors ça, c'est des concepts que les ergothérapeutes étudient, ils sont capables d'évaluer, puis c'est sur quoi on veut intervenir aussi dans notre accompagnement auprès de personnes qui font face à des défis au jour le jour. Alors,
je vous invite à regarder cette notion de fonctionnement-là qui est finalement pas si simple. Finalement, comment on est capable de fonctionner, ça dépend de plein d'affaires. Il y a plein de facteurs qui font que est-ce qu'on est capable de faire nos activités de façon autonome? Est-ce qu'on est capable d'être sécuritaire quand on fait nos activités? Est-ce qu'on est efficace? Est-ce qu'on est satisfait? Donc, des fois, c'est pas juste d'être capable de le faire, mais c'est d'aller chercher de la satisfaction. Fait qu'il y a des critères, hein, de succès. L'autonomie, la sécurité, l'efficacité, la satisfaction. C'est un peu ça nos défis au jour le jour. Alors, j'aurais aimé faire un tour de table pour savoir qui se reconnaît dans quoi. J'espère que ça fait écho pour certaines personnes, ce qu'on raconte là par rapport à des situations qui sont parfois difficiles. Bien, le fonctionnement, là, c'est la résultante de plusieurs facteurs d'influence. Ça dépend de nos caractéristiques à nous comme personnes. Comment notre douleur, où est-ce qu'elle est située, notre douleur? Comment elle varie, notre douleur? C'est quoi les facteurs? Quelle région du corps est affectée? Quelle est la gravité et l'intensité de notre douleur? C'est sûr que ça dépend, hein, entre autres, notre capacité à fonctionner va dépendre, entre autres, de la présentation de notre douleur. Ça va dépendre aussi de notre condition de santé en général, nos capacités physiques en général, pas juste au niveau de la zone douloureuse, mais en général, notre corps, comment il fonctionne. Ça peut dépendre aussi de notre attitude, de nos pensées, de nos croyances. Puis finalement, nos pensées, nos croyances, ben, ça dépend un peu des expériences qu'on a eues dans notre vie de tous les jours, dans les soins qui nous ont été offerts. Il y a toujours des bonnes raisons pour voir les choses de la façon qu'on les voit maintenant. Mais est-ce qu'on est rassuré? Est-ce qu'on comprend ce qui se passe? Est-ce qu'on a assez d'informations pour aller de l'avant? Est-ce qu'on arrive à gérer notre état émotif, notre état de fatigue? Même si le problème à l'origine est pas là, ça va jouer quand même sur notre capacité à aller de l'avant ou pas. Donc, au niveau personnel, il se passe plein d'affaires. Mais ça s'arrête pas là, hein? Il faut arrêter de mettre tout ça sur nos épaules personnellement, puis dire si ça marche pas, c'est de ma faute, c'est à cause de ma douleur, c'est à cause de mes pensées, c'est à cause de mes capacités physiques. Oui, mais il y a autre chose aussi. Il y a tous les éléments de notre environnement. Est-ce que notre environnement physique est adapté à nos capacités? Est-ce qu'on a organisé notre maison, notre poste de travail, d'une façon à diminuer l'écart entre mes capacités et les exigences de mon environnement? Ça, c'est super important et c'est tellement personnalisé, les solutions. Mais il y a tout notre environnement social aussi. Est-ce qu'on est compris? Est-ce qu'on est cru? Est-ce qu'on a l'aide dont on a besoin quand on en a besoin? Est-ce qu'on en a trop, pas assez? Ça, c'est délicat aussi d'aller chercher exactement le soutien qu'on a besoin en protégeant nos proches aussi. Parfois, on ne veut pas les épuiser avec ça. On le sait que c'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui a de la douleur au jour le jour, mais en même temps, c'est une opportunité de démontrer notre lien, notre bienveillance. Donc, on essaie de doser tout ça. Alors, c'est sûr que notre fonctionnement dépend aussi beaucoup de notre environnement. Et il y a comme des pistes, des fois, qu'on n'explore peut-être pas assez pour améliorer notre niveau de fonctionnement. Puis notre fonctionnement, notre qualité de vie, notre satisfaction, ça dépend beaucoup de comment on s'organise, comment on structure notre temps, comment on bouge quand on fait ce qu'on est en train de faire. Alors, il y a aussi des habitudes qu'on prend. Puis c'est tellement difficile de changer nos habitudes. Qu'on ait de la douleur ou pas, l'être humain a de la misère avec ça. C'est difficile. Parfois, on y arrive soi-même, puis on trouve des solutions gagnantes. Puis parfois, on a besoin d'être accompagné là-dedans pour plein de raisons. Donc, la façon d'organiser notre temps, puis la façon de bouger quand on fait nos activités, peut beaucoup changer aussi comment on fonctionne au bout de la ligne. Donc, vous voyez, en ergothérapie, on réfléchit toujours comme ça. On réfléchit en PEO. Les éléments de la personne, les éléments de son environnement, les éléments, ses façons de faire, ses modes opératoires. Puis là, on se dit, sur quoi je peux agir maintenant pour que ça aille mieux au bout du compte? Comment est-ce que je peux faire pour que on arrive à avoir un meilleur niveau d'autonomie, une meilleure sécurité, une meilleure efficacité ou une meilleure satisfaction dans ce qu'on fait? Il y a même des modèles, hein, qui sont développés, qu'on appelle la science de l'occupation, pour comprendre les liens entre comment on vit au jour le jour, quel impact ça a sur notre santé et vice-versa. Alors, c'est pas juste de gros bon sens que je vous amène là, c'est appuyé par une science qu'on appelle la science de l'occupation. Il y a le modèle Do Live Well ou Vivez bien votre vie qui est accessible. Donc, quand vous aurez accès à la présentation, vous pourrez cliquer sur le lien.
qui vous donne toutes sortes de réflexions, puis il n'y a tellement pas de normes et de bonnes façons de faire. Mais comment moi, dans ma façon de varier mes activités, même les plus simples, comment la façon aussi d'organiser mon temps, puis a de l'impact sur ma santé et mon bien-être. Il y a toutes sortes d'études qui nous disent qu'en réadaptation, ben, on peut vivre des étapes difficiles dans notre parcours de soins. On arrive à trouver un partenariat avec les soignants. On discute de notre réalité. On n'est pas juste en train d'avoir des informations, mais on est une équipe. On trouve des façons d'aller de l'avant malgré tout. On revoit notre vie, notre perception de la douleur, puis on trouve un sens pour aller de l'avant malgré tout, puis avoir de l'espoir d'aller mieux. Donc, traiter la douleur ou soigner le quotidien, c'est peut-être de faire les deux qui nous intéressent. Le point de départ, c'est de se poser des questions. C'est quoi les activités que j'ai dû arrêter ou diminuer en raison de ma douleur? C'est quoi les activités que j'aimerais faire ou refaire malgré que la douleur fait partie du portrait? Comment est-ce que je fais face à ma douleur au jour le jour? Comment est-ce que ma douleur varie? Il faut la regarder aller aussi, prendre un petit pas de recul pour dire c'est quoi les facteurs qui ont l'air d'influencer mon niveau de douleur? Puis est-ce que je suis prête ou prêt à apporter des changements réels et durables dans ma vie de tous les jours? C'est les questions de départ. Puis quand on sent qu'on a de l'ouverture à ce niveau-là, on est disposé à envisager des petits changements, même si on est en attente de certains traitements ou de certaines consultations. Il y a ces questions-là parfois qu'on peut se poser, puis on peut bénéficier d'un accompagnement pour aller de l'avant. Donc, la douleur fait partie du portrait, mais le fonctionnement, c'est aussi une question que je me pose. Et je me pose en considérant non seulement l'influence de la douleur, mais de tous les autres facteurs. Alors, ça, c'est le dessin que je fais souvent pour dire comment est-ce que je peux stabiliser ma douleur dans une zone plus tolérable au lieu d'être à la merci des hausses et des baisses de douleur, puis d'avoir des mauvaises journées, puis des plus bonnes journées, puis d'augmenter graduellement ou de stabiliser mon niveau d'activité. Et il faut agir sur les deux en parallèle. Ce qu'on veut, c'est aplatir la courbe, comme on l'a entendu souvent pendant la COVID. On veut que nos crises de douleur soient moins fréquentes, moins intenses, puis qu'elles durent moins longtemps. Et ça s'appelle un grand succès. On ne va pas arrêter que la douleur, on ne va pas attendre que la douleur disparaisse ou soit minimale avant de commencer à réorganiser notre vie puis trouver des solutions pour aller mieux. C'est souvent des facteurs qui s'influencent un et l'autre. Ça va dans les deux sens. Alors, on veut agir sur les deux pour que la douleur se stabilise le plus possible. Mais vous savez, j'aurais dû mettre une crise de douleur plus tard, hein, parce qu'il va en avoir d'autres, mais ils vont être moins fréquentes, moins intenses, puis moins prolongées. Puis tranquillement, notre régularité aussi dans nos habitudes de vie, puis notre niveau de satisfaction augmente. Fait qu'on va pas viser l'élimination des symptômes douloureux, on va essayer d'aller de l'avant malgré tout. Au lieu de dire est-ce que je peux faire ou pas telle chose, comment je peux le faire sans trop augmenter ma douleur? On veut briser les cercles vicieux. Donc, on va essayer d'être dans notre zone de confort. Notre zone de confort, c'est qu'on est engagé, on a un niveau d'activité qui respecte nos capacités, puis on évite d'être dans l'endurance où finalement on risque de juste laisser de la place à la douleur. Puis effectivement, quand on est dans le rouge, on peut même se blesser. Mais avant ça, il y a le jaune. Il y a quand même une zone de transition. On veut éviter aussi d'être dans l'évitement où finalement on se déconditionne, on diminue nos capacités. Mais des fois, il faut aller dans le jaune. Donc, il y a des zones comme celle-là que je vous invite à essayer de vous regarder aller un petit peu. Je suis dans ma zone de confort, tout va bien aujourd'hui, j'ai des bonnes stratégies, ça marche bien. Ou je tendance à augmenter mon niveau d'activité. Je ne suis pas en danger dans la zone jaune, hein. La zone jaune, ma douleur augmente un peu, mais c'est peut-être comme ça que je vais augmenter mes capacités. C'est comme ça que je vais tester mes limites. Puis si je continue, je peux peut-être me blesser ou augmenter, sensibiliser aussi mon système nerveux à la douleur. À l'inverse, je peux être dans une zone jaune si je diminue, mais c'est correct, des fois, on a besoin de ralentir. C'est à la longue, si je diminue tellement que je suis dans le déconditionnement, que finalement, je suis désengagée dans ma vie, que là, ça devient un problème. Donc, on peut naviguer beaucoup dans une zone à l'autre. Puis, c'est pas facile d'être, mais ce qu'on veut, c'est briser nos cercles vicieux, puis tranquillement augmenter notre marge de manœuvre pour trouver des stratégies pour être dans le vert ou dans le jaune le plus souvent possible. Donc, si jamais ces idées-là de ce que j'appelle les patrons occupationnels ou un peu nos façons de vivre au quotidien vous intéressent, vous voulez revenir un peu sur ces idées-là, j'ai des étudiants que j'ai dirigés avec Émilie Lagueux de l'Université de Sherbrooke qui ont, avec les moyens du bord, créé des capsules informatives qui sont disponibles sur le site jerrymadouleur.ca. Puis vous pourrez revenir, vous rafraîchir les idées, puis réfléchir à tout ça, puis en discuter peut-être avec votre ergothérapeute ou avec des professionnels de la santé ou vos amis, vos proches. Donc, quelques conseils pratiques. L'idée, c'est
de trouver juste l'équilibre pour en faire trop, mais pas assez non plus, hein. Ce qu'on veut, c'est maintenir au moins nos capacités physiques. Puis c'est au jour le jour qu'on a des opportunités de bouger, juste plier des vêtements quand on fait du lavage, aller faire une petite commission, c'est une occasion de doser nos efforts pour maintenir nos capacités. Il faut trouver des activités graduées, progressives, répétées. On est mieux de pas en faire beaucoup, mais en faire régulièrement, juste assez intense. Ce qu'on veut, c'est stimuler notre cerveau aussi, hein. On a de la neuroplasticité. On crée des tags, des neurotags dans notre cerveau, des connexions neuronales. Et des chercheurs en neurosciences nous disent que le fait de s'engager dans des activités qui sont bien dosées, qui ont du sens pour nous, qui sont accessibles au jour le jour, pas des choses incroyables qu'on peut faire juste une fois dans le mois ou dans la semaine, mais dans le quotidien, ça peut même aider à créer des nouveaux circuits dans notre système nerveux pour mieux moduler notre douleur. Ce qu'on veut aussi, c'est sensibiliser nos proches. Des fois, on peut avoir des proches qui sont surprotecteurs, finalement, on est dans le cercle vicieux de l'évitement, ou qui ont l'air indifférents, puis finalement, on est dans le cercle vicieux de l'endurance. Donc, le défi de communiquer nos besoins, ça, c'est important. Puis l'environnement physique aussi, d'essayer de faciliter notre vie dans des adaptations, mais faites attention, si on compense trop avec plein d'aides techniques, puis on se facilite la vie, mais que ça n'augmente pas notre niveau d'activité, bien, on ne stimule pas assez notre corps. Donc, il y a toujours un risque de dérapage. On veut compenser sans se déconditionner. Fait que finalement, la solution, c'est vraiment d'adapter nos routines, d'y aller au cas par cas. Il faut être vraiment très créatif, quitte à faire les choses autrement, mais trouver une source, un bon dosage dans nos activités. Ce qu'on vise, c'est d'essayer de trouver un équilibre dans tout ça. Donc, doser nos activités, grosso modo, ça veut dire de trouver une zone tolérable de douleur. Ça peut être l'intensité, la localisation. On sait que quand on ne dépasse pas ça, on ne va pas payer pour le lendemain. Et on va essayer d'augmenter, tolérer une nouvelle activité dans un niveau acceptable. Donc, la douleur va augmenter d'un niveau acceptable, qu'elle va rester quand même dans la zone tolérable pour une durée raisonnable. Donc, à peu près 2 heures après avoir fait une activité, il faudrait que la douleur commence à baisser. Donc, c'est normal d'aller un peu dans le jaune, mais il ne faudrait pas que ça dure. Il ne faudrait pas que ça hypothèque notre sommeil, par exemple. Puis c'est normal d'avoir des crises de douleur parfois parce qu'on teste nos limites, mais c'est le moins possible. Puis on ne va pas paniquer si ça se produit. Ça nous donne des indices pour finalement ajuster autrement la fois d'après. C'est important d'aller chercher des activités qui ne vont pas juste solliciter la zone douloureuse parce qu'on va travailler aussi notre cerveau, hein. Il y a de la distraction cognitive qui se fait. C'est super intéressant. Miser sur des activités qui ont du sens, pas juste des activités performantes au plan physique. On vise la régularité, pas l'intensité. C'est les petits pas par petits pas, hein, 10 à 20 d'augmentation. Donc, si on marche 10 minutes, la semaine d'après, si on l'a bien toléré, c'est 11 minutes. Puis ça peut prendre 2 semaines avant qu'on augmente d'une autre minute ou deux. On veut miser sur le quotidien d'abord avant tout. Avant de commencer à aller à faire de l'activité physique, par exemple, peut-être s'assurer que nos routines, on les fait bien. Puis devenir, peut-être transformer notre maison comme un gym, hein, avant d'aller au gym pour vrai, hein. Finalement, les escaliers, c'est un fardeau, mais c'est une occasion de bouger aussi à certaines conditions, puis impliquer les proches. On veut aussi trouver de l'équilibre. Donc, élargir nos opportunités, faire de la place aux loisirs, faire de la place aux activités, même contemplatives. On n'est pas juste dans l'action, pas juste les activités obligatoires. Donc, c'est comme un menu, un guide alimentaire. On veut aller chercher plusieurs ingrédients sur une base régulière à travers ce qu'on fait quotidiennement. Donc, on cherche l'équilibre, la variété et aller chercher des ingrédients de vie qui nous satisfont. Si moi, c'est important d'être créative ou de voir des gens, ben ça peut être autrement, mais je vais aller chercher les mêmes ingrédients parce que ça a toujours été important pour moi dans ma vie. Puis, c'est la régularité. C'est comme l'exercice physique. Si on veut créer des nouveaux circuits neuronaux pour mieux gérer notre douleur, mieux la moduler, c'est la régularité qui compte. Trouver le bon niveau de défi, puis miser sur la régularité et non l'intensité. Ces idées-là ont été exprimées dans les médias aussi, hein. Il y a des travaux d'ergothérapeutes ou autres qui ont parlé de ces notions-là. Alors, je vous invite à aller chercher des écrits comme l'article qui a été écrit selon les travaux de Rachel Thibault ou de Nadine Larivière qui sont disponibles sur cette diapo-là pour revenir dans ces idées-là de façon vulgarisée puis grand public. Donc, on choisit des activités, on les adapte, on fait un bon dosage, puis on expérimente. Le sommeil est une priorité et l'activité reposante aussi. Alors, les routines, le positionnement au lit, c'est super important. Puis de se rappeler que le repos,
On peut aller chercher même dans des activités, hein. On peut trouver des activités qui nous procurent un repos physique, social, émotionnel, mental, créatif, sensoriel, spirituel. Ça va jouer sur la modulation de notre douleur aussi. Ça a énormément de valeur, même les activités reposantes. Écouter une musique qui nous plaît, sentir des odeurs agréables sur une base régulière peuvent faire une différence. Il n'y a pas de magie, mais c'est des petits ingrédients de plus dans notre vie de tous les jours qui pourraient changer la donne. La préparation de repas, à mon avis, c'est un deuxième objectif fondamental. On a beau se faire dire qu'on devrait manger plus de ci ou de ça, comment cuisiner sainement malgré tout? Comment préserver nos capacités? Est-ce que c'est utiliser un tabouret assis debout ou là, je vais travailler ma tolérance assise, mais pas trop non plus, ou ma tolérance debout? Donc, il y a une émission à l'épicerie qui en parlait un tout petit peu, si vous voulez la visionner. Il y a aussi une ergothérapeute qui a créé un blog avec des recettes faciles à faire, super santé, économique. Donc, il y a des stratégies de revoir nos modes opératoires, nos habitudes pour être satisfait, mais quitte à faire les choses autrement, puis stimuler notre corps et notre esprit juste assez, pas trop non plus. La sexualité, au sens large, hein, la sexualité, c'est de se préparer, de s'habiller, de communiquer avec notre partenaire. C'est très large, cette notion de sexualité-là. Donc, il existe des livres, des guides de pratique qui proposent des stratégies, finalement, pour être épanoui à ce niveau-là aussi, en respectant nos capacités, en allant chercher aussi un aspect de stimulation physique, affective, cognitive, pour vraiment se donner plus d'opportunités qu'on pensait pour vivre pleinement ces aspects-là également. Donc, l'autogestion, c'est pas juste de savoir des choses, c'est d'expérimenter des nouvelles façons de faire. Alors ça, c'est très important de se rappeler que de se mettre au défi en ayant un accompagnement s'il faut, mais c'est pas juste de savoir parce que les idées vont pas faire les changements. C'est l'expérimentation qui compte. Il existe toutes sortes de stratégies à s'assurer d'avoir un niveau d'activité minimal, diviser les tâches, planifier, augmenter progressivement. C'est complexe. J'aurais aimé vous donner une marche à suivre, à essayer demain matin, mais c'est au cas par cas qu'on va faire un processus d'essai et erreur, puis qu'on va personnaliser les meilleures stratégies. Il existe toutes sortes d'obstacles, hein. C'est pas facile de faire ça. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Des fois, on veut faire les choses comme on les a toujours faites. Des fois, on se dit, ben, c'est plus facile de finir au lieu d'arrêter. Ou sinon, je vais en faire, j'en ferai pas assez, je répondrai pas à la demande. Je me sens pas moi-même quand je fais ça comme ça. Donc, c'est un long processus aussi pour changer. C'est pas normal d'arrêter avant d'avoir fini. Qu'est-ce que les autres vont penser? Alors, il existe toutes sortes de questionnements. Moi, j'ai besoin de rester occupée, sinon je m'ennuie. Oui, mais comment? Alors, on le sait qu'il y a des obstacles et c'est un long cheminement pour surmonter ces obstacles-là. Donc, il y a une étude qui est sortie dernièrement sur comment on s'y prend en ergothérapie. Ben, on se renseigne, on essaye de comprendre notre propre variation de douleur, on essaye de trouver des stratégies pour les mettre en pratique au bon moment de la bonne façon. Et on essaye d'équilibrer notre horaire, on planifie notre semaine, on laisse la place au plaisir, à la créativité, puis on essaye ce processus-là graduellement dans les changements. Donc, le dernier sujet que je vais amener, c'est cette idée qu'il existe de plus en plus d'interventions qui sont directement orientées sur le style de vie. Hein, puis finalement, les stratégies, là, des tragédies de nos vies, hein, c'est comme une image de roman ou une photo que j'ai prise comme ça sur la route, c'est que finalement, les petits drames, c'est des choses qui s'installent graduellement au jour le jour. Fait qu'on peut pas faire revirer la vapeur du jour au lendemain non plus, mais on peut être ambitieux puis dire, je vais essayer de changer. Puis si je suis régulier, puis je continue à aller de l'avant malgré tout, peut-être qu'il y aura des stratégies qui feront une différence. Donc, c'est des thérapies par l'action, des interventions qui ont été développées, étudiées, notamment en ergothérapie, où on réfléchit à comment on s'organise quotidiennement, on essaye des petits changements, puis que finalement, on continue à réfléchir, à essayer, puis c'est des traitements qui vont durer 3, 6, 9 mois. Mais c'est pas des grosses interventions intensives, mais c'est réparti dans le temps pour à induire un changement. Fait qu'on fait un portrait de notre journée typique, comment j'organise mes journées, mes activités, quelle est la place du travail, du repos, des tâches quotidiennes, des loisirs. Je regarde un peu la proportion de temps que je dédie à toutes ces activités-là. Je me dis, qu'est-ce qui serait bon pour moi? Puis là, je me pose des questions. Est-ce que c'est bon, ma façon d'organiser mes journées? C'est quoi les choses qui pourraient m'aider? Comment je pourrais m'y prendre autrement? Est-ce que je laisse la place aux choses qui ont de la valeur ou est-ce que je suis juste dans les choses obligatoires, dans mes activités obligatoires? Comment je peux faire autrement? Puis comment faire autrement? C'est de changer des éléments au niveau de ma personne, de mon environnement, puis de mes habitudes. Donc, il y a des études qui ont étudié ces interventions-là au Québec.
dont l'intervention Lifestyle Redesign qui a été développée en Californie. On l'a testé au Québec. On est arrivé à des résultats intéressants qui nous donnent le goût d'aller de l'avant. Puis présentement, il y a une étude dans mon projet de doctorat où on s'inspire d'une intervention qui a été développée au Danemark, puis on l'adapte à la réalité québécoise. Et l'écrit qui parle du point de vue des patients, des cliniciens, puis des gestionnaires qui prennent part au projet a été publié hier. Je peux pas cacher ma joie, là, ça vient de sortir. Puis il y a un consensus qui dit que, franchement, ces interventions-là ont leur place. On doit aussi soigner le quotidien en clinique de douleur. Il faut personnaliser tout ça. On doit combiner du groupe, de l'individuel. Il y a un manque à gagner là, tu sais, dans l'offre de soins actuelle. Puis on est en train de développer puis de tester cette intervention-là pour la bonifier au cours de la prochaine année. Pour conclure, je pense que prendre soin du quotidien, ben, c'est complémentaire à ce qui s'offre déjà. C'est aussi une réflexion que je vous invite à vous adresser par rapport à vous-même, dans vos attentes envers les soins qui sont offerts. Puis finalement, ben, peut-être que ces messages-là vont faire cheminer. Ça se ouvrira des belles discussions avec des gens que vous connaissez, peut-être entre nous, sur l'idée que la douleur, c'est bien plus qu'un symptôme, que le quotidien, c'est pas banal du tout, c'est pas facile de réorganiser tout ça, puis que finalement, on peut peut-être agir sur la douleur et sur le quotidien en parallèle parce que les deux s'influencent plutôt que de faire un avant l'autre. Puis que, après tout, tout est une question de dosage et d'équilibre, puis que c'est vraiment au cas par cas qu'on va y arriver. Alors voilà, c'est un petit peu l'image de la fin pour voir, êtes-vous d'accord, on devrait-tu aussi soigner le quotidien pour mieux gérer la douleur? Et je remercie tous les gens avec qui je travaille qui sont super inspirants. Et avec le temps qu'on a peut-être la place pour un petit échange. Je vous remercie énormément de votre attention.